Que faut-il retenir du discours du 22 septembre prononcé par le colonel Assimi Goïta à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale? Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, M. Abdallah Yatara, il est membre du parti Yelema et conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Monsieur le maire, merci d'être autour de ce plateau. Merci de l'invitation et un clin d'œil à mes collaborateurs. Deuxième invité, monsieur Ami Baba Sissé. Il est journaliste et promoteur de la radio Sahel FM. Monsieur Sissé, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là pour une première. On n'est pas comme les amitiés en face. J'espère qu'on va éviter un certain nombre de pièges. Troisième invité, docteur Amadou Albert Maïga. Il est enseignant, aussi membre du CNT, un habitué de ces plateaux, comme l'a signalé tout à l'heure, monsieur Sissé. Docteur, merci d'être avec nous. Merci Barou, merci pour l'invitation et encore une fois, c'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau, échanger avec les Maliens, véhiculer nos idées, la bonne information pour la quiétude, la paix et la stabilité de notre pays. Quatrième invité, un autre confrère, Badou S. Koba. Il est journaliste. Monsieur Koba, merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et vraiment, je remercie au passage tous les invités. Je remercie tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment sur Renouveau TV et Renouveau FM. Je le disais tantôt à l'occasion de son discours à la nation à la veille de la célébration du 73e anniversaire de l'indépendance du Mali, le président Assimi Goïta a indiqué qu'avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera bientôt sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Yadara, qu'avez-vous retenu de ce discours prononcé le 21 à la veille du 22 septembre par le colonel Assimi Goïta? Un discours rassurant? Classique et rassurant. Classique, ça sort un peu du contexte du 22 septembre comme tous les autres chefs d'État. Mais c'est un discours qui a duré exactement 17 minutes 12 secondes. Ouais. Et qui était basé sur 4 axes prioritaires: l'axe sécuritaire, l'axe gouvernance de l'État, l'axe justice et l'axe développement économique et social. Je crois qu'il a ébauché un peu la situation du pays dans ces 4 points-là. Mais surtout, il a occulté, il faut le reconnaître, l'aspect accord de paix issu du processus d'Alger. Oui. Et surtout, aujourd'hui, ce qui préoccupe les Maliens, c'est l'aspect électricité, l'aspect assainissement. La formation professionnelle, la formation de Gilles, il en a parlé, mais je crois qu'il aurait dû aller un peu plus loin dans ce domaine-là, parce que tout simplement, aujourd'hui, le chômage gangrène la jeunesse. Et aujourd'hui, la solution préconisée ne s'adapte pas aujourd'hui à la réalité de l'emploi de la jeunesse. Je crois qu'il va falloir réellement refonder la formation professionnelle au Mali, parce qu'on a une formation professionnelle qui n'est pas orientée vers le secteur prioritaire de l'économie, et encore moins les créneaux porteurs d'emploi. Donc nous avons une formation professionnelle qui n'est pas du tout en adéquation avec les besoins prioritaires de l'économie. Nous avons une formation professionnelle qui est basée sur les secteurs tertiaires en réalité, banque, assurance, employés de commerce, ainsi de suite, secrétariat de direction, alors que nous avons une économie qui est basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, où aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et les mines. Et je crois qu'aujourd'hui il va falloir refonder la formation professionnelle pour que ça soit vraiment un créneau porteur d'emploi et que la jeunesse puisse vraiment en profiter. Monsieur Sissé, je ne vous apprends rien, hein. Dans notre métier, on dit qu'on nous interdit de... Qu'est-ce que Assimi aurait pu dire qu'il n'a pas dit dans ce discours? Bon, je pense qu'on ne peut jamais tout dire. Il y a un certain nombre de choses où je pense que ce sont les circonstances et le contexte même qui font que le président, peut-être de façon expresse, a dit battre en touche un certain nombre de choses. C'est vrai, il a parlé de l'accord, il a parlé de l'électricité, il y a aussi certains paramètres dont il n'a pas parlé. Vous dites qu'il a parlé de l'électricité? Non, je dis qu'il n'en a pas parlé. Justement. Donc, c'est un certain nombre de choses pourtant qui préoccupent. Il y a beaucoup de choses négativement qui impactent aujourd'hui le pays. C'est difficile qu'il en parle. Même la nouvelle création avec le Niger, le Burkina, il n'en a pas parlé. Pourtant, c'est un événement. Donc, ça montre que c'était un discours qui aurait pu être tenu depuis quelques jours. Parce que quand il y a eu l'attaque
du bateau, beaucoup de Maliens ont demandé à ce qu'ils sortent pour s'exprimer. Donc peut-être qu'il a voulu faire d'une pierre deux coups, attendre le moment solennel pour le faire. Donc globalement dans son discours, je pense que comme il a dit, c'est du classique, c'est pratiquement le même discours que tous les présidents tiennent, c'est dans la forme comme ça que ça se passe. Maintenant dans le fond, il est revenu sur un certain nombre de réalités, notamment la montée en puissance de l'armée avec les nouvelles acquisitions, la volonté de reconquérir la souveraineté nationale, et surtout au début il a fait une mention spéciale à Modibo Keïta et à ses compagnons, et ça je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire, parce que la souveraineté elle est acquise depuis longtemps, ce n'est pas cette souveraineté retrouvée dont parle honorable et puis les autres. Docteur Maïga, nombreux sont les Bamakois qui n'ont pas eu la chance de suivre ce discours parce que le délaissage est passé par là ces jours-là. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Je ne vais pas faire fi de cela. C'est vrai que nous connaissons actuellement beaucoup de problèmes de délestage. C'est quand même une première en République du Mali. C'est une réalité. En tant que membre du CNT, je n'ai pas assez d'informations par rapport à ça. Je sais que c'est un problème structurel. Mais le CNT fera sa rentrée parlementaire le lundi en 8 et Inch'Allah, on aura l'occasion éventuellement d'interpeller les ministres, d'échanger avec le ministre en charge de l'électricité et voir réellement quelles sont les solutions et quand est-ce qu'on pourra réellement mettre fin à ce problème-là. Mais pour ma part, je sais que le président, les autorités sont en train de fournir énormément d'efforts pour fournir de l'électricité à nos populations, surtout que la demande croît de 10% par an. Moi, je veux aussi parler un peu du discours du président de la transition. C'est vrai, le grand frère Ayou allait dire, c'est un discours qui est bâti sur 4 axes qui sont similaires aux axes éventuellement qui sont dans les documents présentés par le gouvernement au Conseil national de transition. Le premier axe, c'était d'abord le volet sécuritaire. Il en a longuement parlé après avoir présenté ses compliments et ses remerciements au premier président du Mali, feu président Modibo Keïta, lui et ses pairs, pour tout ce qu'ils ont fait pour l'indépendance du Mali. Maintenant, il est revenu sur l'aspect sécuritaire en évoquant éventuellement la montée en puissance de l'armée et le décret instituant les réservistes au compte des forces armées de défense et de sécurité. Il a parlé aussi des dispositions de la nouvelle constitution qui permet à ce que des jeunes soient mobilisés à partir de 18 ans au profit des forces de défense et de sécurité. Il a parlé du service national des jeunes qui est un moyen quand même d'inculquer l'esprit patriotique dans l'esprit des jeunes, et il a aussi parlé bien entendu de la résolution 2690 de l'aménagement, et il a dit que l'État du Mali ne ménagera aucun effort pour que nos forces de défense et de sécurité puissent exercer leur métier sur l'étendue, sur l'ensemble du territoire national du Mali. Et il n'a pas manqué l'occasion de le dire que tous les groupes armés terroristes seront démilitarisés de notre territoire, de notre pays, pour la paix, la stabilité et la tranquillité de nos populations. Et le second axe aussi, il a évoqué le volet de la bonne gouvernance à travers une diplomatie. Il n'a pas manqué l'occasion de saluer les partenaires qui accompagnent le Mali, tels que la Russie, pour que le Mali puisse éventuellement asseoir sa suprématie sur l'échiquier continental, voire régional. Et aussi, il a évoqué aussi le cas du développement économique, en l'occurrence la problématique d'emploi des jeunes, le fait que l'aménagement se retire, des jeunes vont peut-être manquer d'emploi, des emplois seront... il y a des mécanismes en cours pour essayer vraiment de les redéployer ailleurs. Il a parlé aussi du capital humain en disant que la première ressource du Mali, c'est d'abord le capital humain. Ça veut dire que le Mali compte d'abord sur éventuellement ses propres potentialités à travers ses fils. Et aussi, pour finir, il a parlé d'éducation, les infrastructures, bientôt les états généraux de l'éducation, le sport aussi, les chantiers qui sont en cours. Ça, c'est le fond du discours. Ce sont des activités qui sont réellement concrètes parce que des stages sont déjà en rénovation. Il a parlé aussi du code minier qui peut éventuellement créer beaucoup d'emplois pour les générations futures. Et c'est vrai qu'il ne l'a pas dit, mais le code minier quand même place le Mali en tant que premier producteur de lithium en Afrique et 5e dans le monde. Et la justice aussi, etc. On va vous redonner la parole. Badou, en écoutant Maïga, on a l'impression que le président a pris en compte pratiquement tous les enjeux du moment, tous les défis du moment. Est-ce la réalité en réalité? En tant que père de la nation, le président de la transition, chef de l'État, il faut le préciser. Donc il a tenu quand même un discours qui rassure. Et c'est très normal, parce que vu le rang qu'il occupe, vu la situation difficile du pays,
il ne pouvait que sortir, parce qu'il ne pouvait que sortir et convaincre son peuple, et ses compatriotes. Et c'est un exercice traditionnel. À la veille du 21 et du 22 septembre, excusez-moi, tous les chefs d'État qui ont eu à diriger ce pays-là, quand même, sortent du bois pour s'exprimer, pour parler des grands chantiers. Je crois qu'il a fait un diagnostic sans complaisance de la situation générale du Mali. Ce faisant, il a fait une sorte de synthèse, et à partir de cette synthèse, donc il a dégagé un certain nombre de pistes. Par rapport à la justice, il a parlé du recrutement des auditeurs de justice, des greffiers, etc., etc. Par rapport à la diplomatie également, il a mis les gaz. Il a dit que la diplomatie malienne, ce n'est plus cette diplomatie qui est morose, ce n'est plus cette diplomatie qui est amorphe. Donc c'est une diplomatie de souveraineté, c'est une diplomatie qui impose désormais que le Mali soit respecté dans les concerts des grandes nations. Donc au-delà de cela, il a parlé effectivement du secteur de l'éducation, qui est un secteur quand même prioritaire. Il a parlé de la création des établissements secondaires, etc., etc. Surtout quand on sait que nous avons hérité de la colonisation un système éducatif qui est peut-être dépassé parce que les filières de formation sont en inadéquation avec le marché de l'emploi. Il est très important de le signaler. Il a parlé également de la médecine et des hôpitaux qui sont en cours de construction, et le plateau technique qui est en passe d'être amélioré. Donc, grosso modo, il a mis en avant plusieurs facteurs. Et sur le tout sécuritaire, il s'est beaucoup apaisanti sur les récentes attaques terroristes qui ont endeuillé le peuple malien. Et, au passage, tous ceux qui ont trouvé la mort lors de l'attaque contre les bateaux Tombouctou, il leur a rendu hommage, il a présenté ses condoléances aux familles, il a présenté les condoléances à tous les civils et à tous les militaires qui ont été victimes de ces attaques barbares, et il a affirmé que l'armée nationale va continuer, les troupes gouvernementales vont continuer cette lancée qui est de reconquérir l'ensemble du territoire national, qu'on le veuille ou pas. Il a parlé de Tessalit, de Menaka, de Hagelok, etc., etc. Donc ça veut dire que de ce côté, il a fait preuve de détermination. Et quand j'ai suivi le discours, il n'a même pas souri. Quand il est arrivé à ce niveau, il a tout de suite rougi pour dire que par rapport à la question sécuritaire, donc l'armée dans ses habitudes, il ne sourit pas. Oui, il ne sourit pas, mais là, il a rougi même les yeux. On sent qu'il était dans tous les États, mais il ne pouvait pas le manifester ouvertement. Donc, et c'est sur ce point qu'on l'attendait. Donc, il a rassuré quand même. Il a finalement tout dit. Il a finalement tout dit. Et au-delà de cela, il a parlé du départ de l'administration, les emprises qui seront évacuées, et j'ai cité le nom de certaines emprises, et des emprises qui seront rapidement occupées par l'armée nationale, parce que c'est une question de souveraineté. Pour terminer, il a rendu hommage à tous nos partenaires, y compris la Russie, qui accompagne le Mali pendant ces moments difficiles. Vous savez que c'est pendant les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Donc il a tenu quand même un discours qui rassure, un discours quand même qui donne de l'espoir au peuple malien. Maintenant, le maçon se juge au pied du mur, donc on va suivre le contenu du discours pas à pas. Donc le membre du CNT est là, lui aussi on va le suivre parce que c'est qui prend les décisions. Il ne représente pas le CNT. Je pense que vous avez parlé de la question de l'électricité. En tout cas, quand moi j'ai quitté mon quartier, il n'y avait pas de courant là-bas. D'accord. Monsieur le maire, déjà, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec ce discours, on peut affirmer sans se tromper qu'entre l'application de l'accord et les opérations militaires en cours, Assimi a finalement porté son dévolu sur les opérations militaires pour ramener la paix et la sécurité au Mali finalement. L'accord, il est derrière nous avec ce discours, on peut le dire? Oui, lors de mon dernier passage ici, je l'ai dit. Est-ce que ça a été confirmé par ce discours? Je l'ai dit qu'il reste au Mali qu'à dénoncer l'accord en réalité, parce que l'accord de paix en réalité n'a plus son sens. Et deuxièmement, ce qui m'a surtout plu dans son discours, c'est qu'il a été affirmatif sur Kidal. Il a été affirmatif sur Tétalis, il a été affirmatif sur Aguilon. Il ne laissera pas ces emprises-là aux mains des rebelles. Pas des rebelles, mais des narcotrafiquants et surtout de la CEMA aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je dis franchement, ce discours avait un ton solennel. Un ton solennel en ce sens que ça marque en réalité le retour de l'armée sur le terrain. La conquête de l'armée pour toute l'intégrité territoriale du Mali, pour recouvrir toute l'intégrité territoriale du Mali. Parce que moi, je l'ai dit ici, lorsque j'ai quitté, je l'ai dit, la première phase, c'est soldé par le tristement célèbre bateau Tombouctou, c'est célébré par le camp de Bamba, le camp de Bourem, le camp de Léré,
Mais qui nous réserve la deuxième phase? Je vais poser la question ici. Et Assim m'a rassuré, il a dit que toutes les dispositions seront prises par rapport à cette deuxième phase-là pour que ce qui est arrivé après la libération des premières emprises n'arrive pas à la libération de la deuxième étape. Il a été affirmatif sur ça et ça me rassure. On va tirer les leçons par rapport à cette première phase de la libération des emprises et je crois que ça ne nous servira pas. Les erreurs qu'on a commis par rapport à la libération des premières emprises-là, Assim m'a rassuré par rapport à ça. Et je crois que vivement très prochainement que c'est l'été à Goulon. Monsieur Cissé, avec ce discours, on peut dire que l'accord issu du processus d'Alger est désormais enterré définitivement et solennellement. Non, moi je ne dirais pas ça, parce que je pense que tout près hier, j'ai écouté le ministre Ouagué, j'ai écouté notre gouverneur aussi, ce sont des voix de l'État. Comme je l'ai dit tout de suite, quand un président... La voix suprême quand même, c'est le président. Non, oui, la voix peut être suprême, c'est pourquoi j'ai dit il n'est pas officiellement sorti pour dire que l'accord est mort. Dans le gouvernement et au CNT, je pense qu'il y a encore les membres de ces différentes structures, de ces mouvements. Donc on ne peut pas le dire. En fait, c'est vrai, il y a problème. Et ce qui est compliqué que les gens ignorent au nord, par exemple, particulièrement, moi j'ai connu la guerre au nord. À Tombouctou, j'ai connu la guerre. L'armée est venue à l'époque, on parlait des Kokadjé. Je me rappelle bien, c'était dans les années 91. Ensuite, il y a eu dans les années 94, 95. Ils sont venus, je ne dirais pas ce que l'armée a fait, mais nous, on était des enfants, on a participé, on a pillé les boutiques de certaines communautés. C'est pas encore prescrit, hein? Non, je parle de 97. D'accord, d'accord. Donc, bref, pour vous dire, mais ça n'a pas ramené la paix. Aujourd'hui, là, même si l'armée arrive à chasser ces groupes, nous, on l'a dit, ils ont pris les armes, c'est pas au nom de nous, communauté du Nord, hein, pas du tout. Mais on n'aimerait pas que le Nord s'embrase. Parce que penser qu'on va vaincre comme ça ne marchera pas. Donc le discours que Ouagué a tenu, je sais que c'est le bâton et la carotte. C'est vrai, l'armée doit faire des mouvements quand il le faut. Lorsque la SEMA attaque, c'est un mouvement terroriste. Moi-même, j'ai publié ça sur ma page. Je ne mets pas la SEMA, je mets mouvement terroriste. Parce que quand vous attaquez les camps, ce sont des actes terroristes. Vous attaquez des civils, ce sont des actes terroristes. Mais la réalité est que l'accord n'est pas mort comme je le pense. Et je pense que le monde n'accepterait même pas ça. Parce que certains attendent que l'armée commette des erreurs pour qu'on puisse revenir. Et puis ces groupes terroristes, ou bien ces groupes rebelles dont on parle. Et aujourd'hui, regardez, et même sont en train de se mettre en mouvement ensemble. Des rebelles du Niger, des rebelles de la Libye, de la Mauritanie, un peu de l'Algérie. C'est des gens qui sont en train de se mettre, ils ont fait des communiqués un peu partout pour dire qu'eux aussi, à leur tour, ils vont se mettre ensemble comme les États se sont mis ensemble. Donc je pense qu'il faut qu'on évite ce piège. On nous parle de la Libye. La Libye, jusqu'à demain, là, il y a des gens qui ont des armes, mais le problème n'est pas résolu. Il y a des puissances, y compris la Russie dont on parle. En Syrie, la Russie est là depuis 2015-2014. Le problème n'est pas résolu. Ce n'est pas militairement que ça va être résolu. Je pense qu'il y a des communautés, des responsables, des notables qui peuvent encore jouer des rôles. C'est sur ce rôle qu'il faut jouer. On a demandé dans les assises et puis dans les dénis qu'il faut négocier avec ces gens-là. Je pense qu'il faut le faire. Mais quand ça se complique là, c'est vrai, ça fait mal. Comme il l'a dit dans le discours, peut-être ça fait mal à tout le monde. Moi, j'ai connu au moins 20 personnes dans l'attaque du bateau, que je connais, des amis à moi, qui sont décédés. Donc ça touche tout le monde et puis c'est nous qui souffrons de ça aujourd'hui. Nous sommes tous du Nord, mais on est Maliens. Je pense que ça se complique surtout à Tombouctou, un peu partout au Nord là-bas. Il faut trouver un moyen. Je sais qu'Honorable veut qu'on fasse la guerre, mais la guerre, il n'y a pas de vainqueur là-dedans. Docteur Maïga, le sort de l'accord est désormais scellé, le fait qu'il soit ignoré dans le discours du colonel Assimi Goïta. Non, le discours du président est de façon délibérée. Il a fait un discours où il a vraiment voulu parler de l'essentiel. Mais EDM, accord, élection, tout, de façon délibérée, il n'a pas voulu parler de ça. Parce que s'il avait parlé de tout ça, on n'aurait même pas pris le temps aujourd'hui d'examiner vraiment en profondeur les discours qu'il a tenus. Donc ce sont d'autres acteurs qui s'occupent éventuellement de ça. Le ministre Ouagué, jusqu'à preuve de contraire, ne nous a pas dit que nous ne sommes pas dans l'accord. Donc je suppose que nous sommes encore dans l'accord. Et même ce soir au journal télé, il était en train d'inviter les acteurs, nos frères et sœurs, à regagner encore, à revenir sur la table des négociations. Maintenant, c'est des groupes de bandits armés qui s'apparentent et qui s'alignent avec les groupes terroristes seront frappés avec la même teneur, avec la même rigueur. Ils seront traités comme des groupes terroristes comme tels. Ça, vraiment pour ça, il n'y a pas d'état d'âme. Si la CMA ou CSP, PSD se déclarent amis des terroristes, mais ils seront frappés comme des terroristes. Parce que c'est eux, à partir de là, qui sortent de l'accord. Nous, on continue toujours le processus, à savoir qu'ils ne sont pas les seuls acteurs de l'accord et ils ne seront pas des bébés gâtés de la République. Ils ne vont pas éternellement nous prendre en otage. C'est impossible et c'est inadmissible. Et à partir de là, moi, je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il faut faire l'économie de la guerre.
C'est une guerre asymétrique. Il faut aller jusqu'au bout du processus pour éventuellement libérer complètement le pays et décontaminer vraiment le pays vraiment de ces bandits armés qui, en longueur de journée, essaient de nous prendre en otage. Le cas de Ber est un exemple frappant parce qu'ils avaient pris nos populations non seulement en otage, notre économie en otage en imposant des taxes, des impôts aux populations. Et aujourd'hui, les populations sont libérées de tout ça. Quand l'action est arrivée, il y a eu un début d'inflation, les choses ont augmenté parce que le commerce avait connu un bouleversement, mais les choses sont éventuellement en train de rentrer dans l'ordre progressivement. Il faut que les uns et les autres s'attendent à ça aussi. Une fois qu'on va les exterminer et qu'ils vont commencer à partir, c'est eux qui détiennent un peu l'économie, ils font du trafic, c'est avec ces économies informelles-là qu'ils se financent, qu'ils achètent des armes. Éventuellement, cela va engendrer une augmentation du prix, le temps seulement pour que l'État revienne et que l'État récupère. Donc que les uns et les autres soient calmes, qu'on soit assidus, qu'on reste focus derrière nos forces armées de défense et de sécurité. Et tant que nos plus hautes autorités actuelles ont en charge la défense et la sécurité de notre pays, je suis sûr et certain que nous allons nous en sortir, puisque nous sommes sur la bonne voie. On me dit que d'aucuns diront que non, la guerre n'est pas le meilleur moyen, mais je pense que comme slogan du génie militaire, je ne l'ai pas en tête, mais je pense qu'ils disent des fois construire, non, détruire, je crois, et mais toujours construire. Voilà, et parfois détruire, construire quelque chose comme ça. Donc des fois, quand ça ne va pas, il faut casser, et maintenant il faut revenir reconstruire parce qu'on ne va pas construire sur du faux avec des bandits armés qui ont d'autres agendas et qui sont parrainés par d'autres acteurs politiques. Donc je suis vraiment pour qu'on livre bataille et qu'on finisse avec tout ça une bonne fois pour toutes. Mais ce qu'il faut comprendre, la guerre c'est la somme de plusieurs batailles. C'est vrai qu'on va prendre des coups, mais on sortira gagnant et victorieux vraiment de cette guerre, Inch'Allah. D'accord. Badou, comment vous voyez l'avenir de l'accord après ce discours qui ne fait pas mention de cet accord? Je dirais que l'accord est en veilleuse et on peut encore limiter la casse. Mais il faut dire aussi qu'il faudrait que Al-Gabas Aguintala mette de l'eau dans son vin et qu'il arrête de faire des déclarations va-t-en-guerre. Quand il va jusqu'à demander aux populations de la République imaginaire de l'Azawad de se mobiliser, et il a la mémoire courte. Al-Gabas Aguintala n'a pas honoré la mémoire de son grand-père. Je vous rappelle bien, à la veille de l'indépendance du Mali, il y a eu une rencontre à Gao. Il y avait Mamadou Madera Keïta. Atayer Ag-Ili, qui était son grand-père, qui était le porte-parole de cette tribu, a juré devant Mamadou Madera Keïta qu'il est impensable qu'il quitte le Mali. Il a dit ce jour-là, nous avons combattu le colonisateur français ensemble. Donc cette indépendance, nous allons la prendre ensemble. Et nous resterons toujours ensemble. Donc, quand vous écoutez une telle déclaration, Al-Gabas ne doit pas se comporter de la sorte. Ça veut dire que son grand-père même a reconnu que le Mali est un État indivisible. Donc il devait continuer avec cette lancée. Malheureusement, il y a de la manipulation. Malheureusement, il y a des mains noires qui sont là et qui manipulent ces gens-là, n'est-ce pas, au détriment de leur propre pays. Je pense que tout ce qui est détruit au Mali, ce n'est pas détruit ailleurs, ce n'est détruit que sur le territoire malien. Les événements qui se déroulent, des événements malheureux qui se déroulent sur le territoire malien, dans la partie centrale et dans la partie septentrionale du Mali, c'est des événements malheureux. Et c'est nous qui en subissons les frais. L'attaque du bateau a démontré que le peuple malien est indivisible. Autour de cette table, nous avons tous perdu des parents. Lui, Al-Gabas a quelque part perdu des parents. C'est des enfants qui sont morts, des femmes enceintes. À bord du bateau, il y avait combien de militaires? Al-Gabas n'est pas l'auteur quand même de... Même s'il n'est pas directement l'auteur, il est quand même membre de la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est eux qui nous ont amené cette guerre-là, c'est eux qui nous ont imposé cette guerre-là. Et avant l'accord ici du processus d'Alger, il y a eu d'autres précédents. Le 6 janvier 1991, à la veille de la chute du général Moussa Traoré, il a signé les accords de Tamaracet. Le 12 avril 1992, le président Mamadou Toumantere a signé le pacte national. Et ce pacte national a été quelque part violé. Effectivement, il a fallu que les militaires maliens montent les muscles. Et quand l'armée malienne a un tout petit peu eu le dessus, avec le soutien du mouvement patriotique d'Andakoui, finalement, il y a eu la flamme de la paix. Donc, ils ont décidé de cesser définitivement la guerre. Mais quand vous suivez le scénario de 2012, qu'est-ce que le président Amadou Toumantouré n'a pas fait pour le Nord? Moi, j'ai suivi son interview avec Alain Foucault. Il dit que les bailleurs de fonds ont mobilisé plus de 150 milliards de francs CFA pour développer le Nord. Vous le savez très bien, il y a eu le PIDRK, le Programme intégré de développement de la région de Kidal. Il y a eu le PSPSDN, il y a eu l'Autorité de développement intégré du Nord. Il y a eu le projet Lac Fagibine, le barrage de Taoussa. S'il n'y avait pas eu la guerre, tout le Nord allait être électrifié par le barrage de Taoussa. Je pense que
la guerre, ce n'est pas la solution. Mais si on impose la guerre à l'État On revient à l'accord. l'État malien est obligé de se défendre. Non, ça n'a rien à voir avec l'accord. Pour le moment, aucune des deux parties n'a dit qu'elle veut sortir de l'accord. Et l'article 65, même des dispositions de l'accord, bon, officiellement, la CEMA l'a dit. Bon, moi, je n'ai pas officiellement. À part quelques publications sur les réseaux sociaux qu'on voit ça. Mais officiellement, de mon point de vue, officiellement, la CEMA n'a dénoncé. Je pense qu'une délégation de la CEMA s'est rendue à Alger il n'y a pas longtemps pour demander au gouvernement algérien de tout mettre en œuvre pour que le gouvernement malien revienne sur la table de négociation. Il ne faut pas que l'accord d'Alger soit un accord caduc. Donc, c'est pour dire que la solution aujourd'hui, même si elle est militaire, il faut toujours continuer avec le dialogue. Le président Amadou Touanté l'a dit, la meilleure guerre, c'est celle qu'on peut éviter. S'agissant de la guerre asymétrique, je suis d'accord avec l'honorable Albert. Quand il y a la guerre asymétrique, vraiment, ça, c'est la guerre. Parce que c'est des individus sans foi ni loi qui s'attaquent à tout le monde. Et c'est pour assurer le trafic de la drogue, de la contrebande. Vous avez remarqué, à chaque fois, au niveau de la zone des 3 frontières, il y a des attaques. Il y a eu l'attaque de Tabangort, il y a eu l'attaque d'Indeniman au Mali, il y a eu une attaque de Chinagodar au Niger. C'est-à-dire qu'ils veulent tout simplement balayer les chemins pour faire fructifier leur trafic de drogue, leur trafic d'êtres humains. Donc il faut mettre fin à cela. D'accord. Monsieur Yattara, déjà, beaucoup s'attendaient de voir le colonel Assimi Goïta aussi donner des assurances quant au chronogramme électoral. Oui, effectivement, on s'attendait parce que le programme initialement validé prend fin au mois de février 2024, mars 2024, je crois, avec le premier et le deuxième tour des présidentielles. Je crois que ça n'a pas été effleuré dans son discours. Mais permettez-moi de revenir sur l'accord d'Alger une petite minute. C'est qu'en réalité, l'accord d'Alger tient par quoi finalement? Ce n'est pas uniquement ces 3 parties-là, c'est pas le Mali. C'est les 3 parties qui ont signé, le Mali, la CEMA et puis la plateforme. Mais qui sont garants de cet accord-là? C'est la communauté internationale. Les Nations Unies à travers l'aménagement. Quelle est la nature de la relation aujourd'hui entre le Mali et l'aménagement? À travers la France aussi, qui est aussi garant de l'accord. L'Algérie aussi et la CEDEAO. La nature des relations aujourd'hui, en analysant entre ceux qui sont chargés de garantir l'accord aujourd'hui, en réalité, l'accord n'existe plus. Le Mali ne veut pas seulement être le premier pays à dénoncer l'accord, mais l'accord là sera dénoncé et on va recouvrir l'intégrité de notre territoire par le centre et par le nord et par la force des armes aussi. Ça ne finira que par ça. Donc, pour revenir, effectivement, les élections n'ont pas été effleurées par le président. Et pourquoi? Bon, on est dans les préparatifs. Pour le moment, on ne peut pas dire que ça ne peut pas avoir lieu. Est-ce qu'il ne fallait pas donner des assurances à ce niveau? Il fallait donner des assurances. Peut-être qu'il fallait donner des assurances, mais pour le moment, je dis que nous sommes dans le chronogramme. Nous sommes dans le chronogramme parce qu'en réalité, il ne reste que les élections présidentielles. Parce que moi, je sais très honnêtement que les élections municipales, les élections législatives ne pourront pas se tenir à bonne date. En réalité, la communauté internationale, même le Mali ne veut seulement que même la classe politique ne veut seulement que les élections présidentielles. Et ça, c'est le 24 février. Peut-être le collège électoral doit être convoqué peut-être mi-novembre, début décembre. On verra si ça n'a pas été convoqué. Maintenant, on pourra dire que finalement le calendrier est caduc et on prendra les dispositions nécessaires par rapport à ça. Mais attendons d'abord la convocation du collège électoral. La date n'est pas encore échue. Peut-être mi-novembre, début décembre, le collège électoral pour les présidentielles sera convoqué. Si ça n'a pas été convoqué, maintenant ça veut dire que le calendrier est définitivement caduc. Donc on reviendra à un nouveau calendrier. Si il est trop tôt de demander au colonel Assimi Goïta de donner des assurances quant au chronogramme électoral. Je veux parler de la présidentielle prévue pour ce mois de février. Oui, justement, avant de répondre à votre question, je pense que je reviens encore pour dire un petit mot sur l'accord. Par exemple, on a vu récemment tous les préparatifs qui ont précédé le référendum ici. La CEMA a montré publiquement aux yeux du monde que le référendum n'allait pas se tenir dans les localités qu'elle contrôle. Et ainsi dit-il, ainsi fit-il. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde a vu ça. Il n'y a pas eu de référendum à Kidal. Qu'on nous le dise ou pas, ça on a compris. Tout le monde a vu. Ils n'ont pas participé. Ça c'est un fait. Ça montre parce qu'ils ont dit que l'accord n'est pas pris en compte par le référendum. C'est un aspect. Deuxième aspect, militairement, ça ne va pas résoudre le problème. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, sur ce plateau, on doit être des faiseurs de paix. Et peut-être que Honorable, là, il pense que ça va être facilement. Vous faites une fixation sur Honorable? Oui, parce que c'est un bon. D'accord, allez-y. Je l'ai dit, on est au plateau, bon, nous, on est direct. En fait, aujourd'hui, l'Algérie, l'autre jour, j'écrivais l'Algérie et encore l'Algérie. Le Mali ne peut pas tenir devant l'Algérie militairement. Je sais que l'Algérie ne fera pas ouvertement la guerre au Mali. Mais l'Algérie fait partie du problème que le Mali vit.
Aujourd'hui, dans la constitution de l'Algérie, il est autorisé d'exporter des militaires pour aller aider un pays. L'Algérie est aujourd'hui clairement derrière ces groupes armés, qu'elle l'avoue ou pas. Ce sont des gens qui ont la nationalité de ce pays. Ils reviennent de l'Algérie. La Mauritanie, c'est un autre pays avec lequel le Mali n'a peut-être pas de bonnes relations. Et regardez récemment le G3 dont on a parlé, le nouveau regroupement, le Mali, Niger, Burkina. Je pense que si c'est le Mali qui était à l'initiative, il devait tout faire pour que soit l'Algérie, soit la Mauritanie soit dans ce groupe-là. Mais pourquoi ça? Cela veut dire que nous-mêmes, on prend notre distance avec un certain nombre de pays. Et ils vont nous faire croire que sans eux, ça ne va pas marcher. Et de tout temps, on a ce problème. Les groupes armés, comme je l'ai dit, la SEMA, c'est des gens, s'ils posent des actes terroristes, il faut les combattre. Ça, c'est clair, on ne négocie même pas ça. Mais moi, je pense qu'il faut privilégier encore le dialogue. Et l'accord n'est pas moi. L'Algérie, aujourd'hui, est plus importante aux yeux de la Russie que le Mali. Tout le monde le sait. Et le président algérien a échangé avec Poutine et il a dit clairement au Mali, il n'y aura pas une solution militaire. Jusqu'où l'Algérie va se taire, c'est une question qu'il faut se poser. Maintenant, par rapport à l'élection, vous savez, monsieur le maire, c'est un homme politique. Et je sais qu'au moment venu, les politiciens sont en embuscade aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui ont soutenu le référendum qui n'étaient pas du tout convaincus par sa pertinence, encore moins par son contenu. Et aujourd'hui, il suffit tout simplement que la date butoir s'approche ou bien arrive pour que ces politiciens-là sortent du bois et commencent à taper du poing sur la table. Je pense que le président Assimi Goïta, on le dit, c'est un officier d'honneur. Il a donné sa parole publiquement. Et au Mali, quand on donne sa parole, il faut tout faire pour le respecter. S'il y a des gens qui sont en train de vouloir le dérouter ou bien de l'amener dans un autre chemin, je pense que l'histoire retiendra autre chose que, comment on appelle ça là, ce qu'il a pris comme engagement. Si on doit proroger, ça aussi je l'ai dit, peut-être ce n'était pas à lui de le dire, peut-être qu'il y a le ministre de l'administration territoriale, il n'a pas voulu s'aventurer sur ça parce que tout le monde sait que ça peut glisser. Est-ce que vous convenez avec moi que c'était le bon moment avec ce discours pour donner des assurances à ce niveau? Non, on l'a dit, ce n'est pas à lui de rassurer. Tout le monde sait que... Le calendrier, c'est léger. Le calendrier, on le dit, ça c'est dans la forme, sinon le calendrier c'est Abdoulaye Mega. Il faut pas le calendrier c'est le colonel Abdoulaye Mega. Donc il l'a dit même quand il a rencontré les partis politiques, il dit qu'il va rencontrer le président Assimi. Jusque là, rien. Mais quand même les propositions ont été faites. Vous savez, aujourd'hui au centre, ça ne va pas. À Bamako, ça ne va pas. Si encore on ouvre une autre brèche avec la communauté internationale, d'où la CEDEAO qui nous attend de pied ferme, je pense que ça risque d'être très très compliqué. On a donné notre parole, on a souverainement choisi les 2 ans. Il faut faire en sorte qu'on ne s'éloigne pas trop de nos engagements. Sinon, en ce moment, la personne ne pourra défendre le Mali, encore moins Assimi, peut-être. Docteur, beaucoup ont été surpris de voir le président Goïta prononcer son discours sans pour autant donner des assurances quant à la tenue de l'élection présidentielle à date échue. Oui, c'est ce que j'ai dit au fait. Le président, de façon délibérée, a choisi les axes vraiment sur lesquels il devrait vraiment se prononcer. Parce que s'il avait parlé de l'opportunité de l'organisation des élections, on allait tout simplement baser les débats vraiment sur uniquement l'organisation des élections. Donc de façon délibérée, il n'a pas parlé de ça et on suppose que le calendrier en vigueur, c'est vraiment ce calendrier qui est encore d'actualité. Jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas parlé éventuellement de report du calendrier électoral. Donc mais je suppose pas été respecté dans certaines étapes. Bien sûr, maintenant, c'est les élections. Non, il y a déjà eu quand même une discussion à un niveau assez élevé avec des acteurs politiques, les acteurs de la société civile, pour voir l'opportunité d'organiser d'abord l'élection présidentielle. Et je pense que la tendance majoritaire s'est dégagée vraiment en faveur de l'organisation des élections présidentielles. Pour les autres, n'en parlons pas. Moi, je parle maintenant de l'organisation des élections présidentielles et au mois de février. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis inscrit dans cet agenda qui, quand même, à mon avis, est tenable, c'est un avis personnel. Maintenant, je voulais rassurer le grand frère Ami Baba Sissé que nous avons organisé les élections à Kidal, notamment à Aguelog, parce que j'étais très proche de l'organisation des élections référendaires et nous avons tous vu à la télé éventuellement des vidéos de l'organisation des élections à Aguelog, parce que c'est suivant l'ancienne carte administrative que nous avons organisé les élections référendaires. Maintenant, vraiment en ce qui concerne les groupes armés, que ce soit CEMA, tous ceux qui quand même ont des armes pour terroriser nos populations doivent comprendre que qui joue avec les armes, vraiment partira avec les armes, périra vraiment avec les armes, ça c'est clair et net. Donc ils sont en train de jouer avec les armes et qu'ils doivent comprendre que ce sont ces mêmes armes qui vont les envoyer au repos éternel. Donc moi je ne suis pas
pour qu'on parle tout le temps des négociations. On en a assez négocié. Pendant 10 ans, nous sommes dans cette situation et on ne sort pas. En effet, nous avons l'impression que c'est calme, mais en réalité, ce n'est pas calme parce qu'il y avait quand même des puissances étrangères qui étaient chez nous. Il y avait une complicité passive et parfois active entre ces groupes armés terroristes et ces forces étrangères. Le président a eu à le dire dans son discours que ces forces étrangères voulaient réellement nous garder vraiment dans ce carcan-là afin de rester éternellement dans ça. Au lieu de nous aider, ils faisaient partie du problème. Maintenant qu'ils sont en train de se partir, il a dit d'ici le 31 décembre, toutes ces forces regagneront vraiment leur pays d'origine et l'armée malienne va occuper l'entièreté des bases et bien entendu des camps militaires de notre pays. Donc il faut aller travailler sur ça et nous en tant que législateurs, nous y veillons et nous apportons quand même toute notre soutien, que ce soit moral ou vraiment de quelque nature que ce soit, vraiment aux plus hautes autorités, vraiment dans l'accomplissement de cette tâche qui n'est pas facile, mais il faut aller vers ça parce que c'est de là que viendra le salut du Mali. Beaucoup ont regretté de ne pas voir Assimi prononcer, en tout cas faire mention de la tenue de l'élection présidentielle à date échue. Pourtant, c'est une préoccupation d'une certaine classe politique au Mali. Oui, c'est une préoccupation d'une certaine classe politique, mais il ne sert à rien d'organiser des élections à la Hussarde et se retrouver après au boulevard de l'indépendance. Il faut qu'on en finisse avec ça. Je pense que la classe politique est là, la société civile est là. Donc, sur la base du consensus, un calendrier respecté par tous peut être trouvé avec l'aval de la communauté internationale. Parce que par rapport à la transition, quand même, nous avons pris des engagements avec la communauté internationale. Et la communauté internationale exige à ce que ces engagements soient respectés. Mais de façon collégiale, les partis politiques, la société civile et la communauté internationale et les autorités de la transition peuvent se mettre d'accord pour vraiment dégager un calendrier accepté par tous pour que nous partions aux élections. Parce que la situation du pays est très difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails sécuritaires pour qu'on dise que le tout sécuritaire n'est pas un argument pour pouvoir organiser les élections parce qu'on a organisé le référendum quand même alors qu'il y avait l'insécurité. Maintenant, je vais rebondir encore sur l'accord d'Alger. Et la partie gouvernementale n'a pas dit qu'elle n'est pas dans l'accord. Mais en de pareilles circonstances, en de pareilles situations, on manie le bâton et la carotte. C'est ce que l'État est en train de faire. Apparemment, sur le plan militaire, l'État veut gagner du terrain. L'État veut faire comme ce qu'Abiy Ahmed a fait dans le Tigré. Parce que finalement, les rebelles du Tigré, les rebelles du Tigré ont été contraints de déposer les armes. Apparemment, c'est ce Nous sommes en Éthiopie. Nous sommes au Mali. C'est à peu près le même contexte. Vous parlez des rebelles du Tigré. Je parle des rebelles du Tigré, mais il y a une similitude entre la rébellion du Tigré, parce que le Tigré, quand même, c'est une région de la République fédérale de l'Éthiopie, Kidal, c'est une région du Mali. Donc, je vais continuer. Il y a le comité de suivi de l'accord qui a été mis en place, où tout le monde se retrouve. La communauté internationale, la plateforme, la CEMA et la partie gouvernementale. À chaque fois quand les autorités vont au niveau des rencontres, la CEMA envoie des seconds couteaux. Ça, quand même, c'est du sabotage. Et la communauté internationale ne dit rien. Cette communauté internationale devait plutôt aider l'armée à désarmer d'abord les groupes armés et après on va négocier. Nous avons été surpris de voir les autorités aller négocier à Alger alors que les gens de la CEMA ont toujours les armes. Donc le préalable, c'est qu'ils déposent les armes. Et si la CEMA ne dépose pas les armes, je pense que la CEMA sera obligée de déposer les armes parce que les autorités ont décidé de combattre ceux qui possèdent des armes, qui perturbent la quiétude des populations. L'État a décidé de le combattre jusqu'au bout. L'État a décidé de faire la guerre jusqu'à ce que les groupes armés qui sont contre le Mali capitulent et déposent définitivement les armes. Et c'est ce qu'il faut. On va à présent évoluer un peu. Peut-être un mot sur ces arrestations en cascade qu'on a enregistrées ces derniers jours. Arrestations liées à des dossiers de corruption, de détournement et même des affaires foncières, M. le maire. Bon, c'est une des recommandations des assises nationales de la recommandation. Je crois que Hassim l'a dit, même dans son discours du 22 septembre, il a dit que la lutte contre la corruption continuera. Et je crois qu'on est dans ce sens-là. Je crois que, très honnêtement, quand on voit un peu... Parce qu'il faut savoir que les structures de contrôle, quand tu vois les rapports de contrôle, quand ils envoient les rapports de contrôle au niveau de la présidence, la cascade en fait les dissèque en deux. Là, les parties recommandations qui vont au niveau de la primature et les parties irrégularité financière vont au niveau du pôle économique et financier. Et je crois que c'est au procureur maintenant de juger de l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Bon, quand les dossiers sont à leur disposition,
on les attend. Et c'est eux qui doivent juger de l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc ça relève de leur ressort. Et quand on attend, je crois que peut-être eux aussi relèvent des autorités politiques. Hein? Bon, on le dit, mais la justice c'est une réalité, monsieur le maire. La justice est indépendante. Oui. Mais c'est vrai que souvent la politique s'y mêle aussi. Ça, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais très honnêtement, aujourd'hui, c'est au populaire de juger du pôle économique et financier. On a un pôle économique national aujourd'hui, donc ce n'est plus au niveau de la commune 3. Il y a les 3 pôles judiciaires aussi, contre la cybercriminalité et puis contre le terrorisme. Le pôle national économique et financier a aujourd'hui les dossiers. Son procureur va juger de l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc aucune ombre de la chasse aux sorcières comme on semble l'insinuer certains. Pas de chasse aux sorcières, c'est le dossier qui existe. D'accord. Maintenant, on dit qu'il faut savoir bénéficier de la présomption d'innocence. Ce n'est pas dit forcément que quand les rapports sont déposés, que forcément ils sont coupables. Ils ont aussi le droit aussi de se défendre, d'apporter les éléments de réponse. Parce que très honnêtement, la décharge aussi des magistrats, souvent quand les dossiers, par exemple, quand tu envoies un dossier de la douane ou un dossier des impôts, quand des spécialistes ne sont pas là réellement, pour dire réellement s'il y a eu irrégularité ou pas, ça pose souvent problème. Souvent, à la décharge des magistrats, il faut vraiment étouffer ce secteur-là aujourd'hui. Bon, c'est un peu difficile. ABC, au nombre de ces personnes arrêtées, beaucoup de barons de l'ancien régime. Quel commentaire? Bon, vous savez, évoluons véritablement. Hein? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, nous, on n'a pas connu des jours tranquilles sous l'ancien régime parce que ce sont souvent des choses qu'on a dénoncées. C'est vrai, c'est avec toujours des faisceaux d'indices et d'informations qu'on a données. Souvent, c'était au péril de notre vie. Mais ce que moi, je déplore un peu, il ne s'agit pas d'arrêter les gens. Parce qu'arrêter des gens depuis 2 ans, depuis bientôt combien, 1 an, et qu'il ne s'ensuit rien derrière, je pense que c'est un problème. Ce sont les mêmes magistrats qui sont là. Comme on le dit, c'est la même armée qui était là sous Ibeka, qui avait des problèmes. Aujourd'hui, c'est les mêmes magistrats. Mais pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que ça bouge? Comme il a dit, il y a un peu de politique là-dedans. Et ça, c'est un risque grave. Aujourd'hui, les gens applaudissent. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui ne soutiennent plus la transition parce peut-être que le dossier était bloqué à un certain niveau. Pas du tout. Le Malien, il est comme ça. Aujourd'hui, j'applaudis parce que c'est monsieur le maire qu'on arrête. Demain, quand ça serait Albert parce que c'est mon parent, je vais me plaindre. C'est exactement ce qui se passe. On a vu beaucoup de gens qui sont révoltés aujourd'hui parce qu'on a arrêté des leaders à qui ils se reconnaissent. Et la justice, ça ne devrait pas être ça. Ça doit être pour tout le monde. Ce n'est pas comme chez les Européens où il n'y a pas de sentiment. Vous dénoncez une justice sélective à ce niveau? Non, j'ai l'impression que, par exemple, sous cette transition, vous connaissez quelqu'un de la transition qu'on a arrêté? Pourtant, il y a tellement de dossiers qui ont été exposés, qui ont été dénoncés. Il y a des ministres contre lesquels il y a eu des dossiers. Oui, je connais un membre du CNT qui a été arrêté. Non, ce n'est pas ça. Un premier membre, un deuxième membre. Je vous parle de ministres. Même ça, là, si on doit rentrer dans le fond, on sait que c'est très politique. Ça aussi, c'est clair et net. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Vous m'aviez demandé un exemple. Non, mais je vous parlais de ministres. Vous parlez des barons. Ce sont des ministres, des anciens ministres, des maires. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'arrêter les gens. Il faut que la justice aille au bout. Il y a des procès qui auraient dû commencer depuis. Je prends le cas de Félix Sissoko. Pourquoi les dossiers ne bougent pas? Il y a même certains qu'on a mis en liberté provisoire qui sont concernés par ces dossiers-là. Donc il ne s'agit pas d'arrêter les gens, les tourner un peu et les mettre en liberté provisoire. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on sache un jour que dans ce pays, il y a eu un procès et que des gens sont condamnés et que définitivement la situation est réglée. C'est ce qu'il faut faire, mais il ne faudrait pas que ça soit comme une sorte de comment on appelle ça, des cartes qu'on sort à chaque occasion. Docteur, est-ce qu'il ne faut pas aussi prêter une oreille attentive à ce que ABC vient de dire? Une chose est d'arrêter les gens, mais une autre chose c'est de les juger, qui est aussi leur droit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est pourquoi quand on suit un peu l'évolution de l'actualité politique au Mali ou même législative, on sent que c'est un travail qui est en train de se faire progressivement. Le président, dans son discours, a eu à dire qu'il y a eu la création des pôles. Il y a eu la création du pôle économique et financier à compétences étendues sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que nous avons fusionné le pôle économique de Mopti, de Kay et de Bamako en un seul pôle économique avec compétences étendues sur l'ensemble. Pourquoi? C'est pour capitaliser un peu les ressources humaines pour qu'on puisse accélérer éventuellement le processus dans le traitement des dossiers. Et le pôle aussi de lutte contre la cybercriminalité aussi, la même chose. Donc nous avons adopté des projets de texte comme ça, des recrutements aussi sont en cours, pour dire qu'il y a quand même un déficit de ressources humaines à ce niveau. Et c'est pourquoi le travail est en train de se faire de telle sorte qu'on puisse réellement accélérer le processus. Donc pour dire que c'est vrai que les présumés innocents
gens ont des droits aussi qu'il faut respecter. Et je pense que ce droit est respecté. Et je suis sûr et certain que dans les jours et les mois à venir, les traitements des dossiers connaîtront éventuellement une accélération parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre les gens et de les mettre en prison. Il faut établir les faits aussi comme quoi qu'ils sont réellement fautifs des actes dont on leur tient rigueur. Je suis d'accord avec lui sur ce point et je suis sûr et certain que les choses sont en cours. Mais nous allons y veiller au niveau du Conseil national de transition pour voir éventuellement comment orienter l'action gouvernementale dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Badou, des arrestations en cascade dont des anciens chefs d'institution et un maire du district. Bon, sans jouer au prophète de Cassandre, prédire l'avenir de la justice, vous savez, moi j'ai dirais tout simplement que c'est une promesse du président de la transition chef de l'État lorsqu'il a rencontré les légitimités traditionnelles. Il leur a dit que la lutte contre la corruption va se poursuivre. Et que généralement dans ce pays, quand on entend cette lutte qui est la lutte contre la corruption, il y a des interventions, etc. etc. Donc maintenant, il s'agit vraiment de faire en sorte que les délinquants à col blanc puissent être jugés, qu'ils répondent de leurs actes. Vous savez, quand il s'agit des questions de justice, je suis très méfiant parce que les magistrats sont très jaloux de leurs fonctions. Et si jamais vous commettez des erreurs, vous risquez de vous... Vous avez peur d'un communiqué conjoint Sam Silima? Non, Sam Silima et Akanyonoba Yasuban. Donc, il faut être vigilant par rapport à ce que vous dites concernant la justice. Mais ce qui est sûr et certain, pendant longtemps, le peuple malien a souhaité à ce que tous ceux qui détournent les deniers publics soient vraiment jugés, soient traqués. Et c'est le processus qui a commencé. Mais comme il l'a dit, il faut tenir compte de la présomption d'innocence aussi. Parce que lui, il a parlé du cas de Mme Boiré Filisso qui croupit en prison pratiquement depuis 2 ans et sans jugement, sans rien. Donc c'est des cas qui doivent être vus. Et aussi, vraiment, la justice, elle est indépendante. Donc personne ne peut faire pression sur la justice. Et la justice, c'est ce qu'elle fait et nous osons espérer que le droit sera dit. Ceux qui seront condamnés seront condamnés, ceux qui seront innocentés seront innocentés. Mais pour le moment, on peut dire que le peuple malien est en train d'être satisfait par rapport aux questions de justice, surtout avec la traque qui a commencé. Parce qu'on a remarqué que cette fois-ci, avant on disait que la justice ne prend que les menus frétins. Aujourd'hui, la justice est en train de prendre les requins, ceux qui traînent des barriques. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Donc, vraiment, c'est une manière de dire que à ce rythme, vraiment, le peuple malien va respecter la justice. Parce que le peuple malien a soif de justice. Le peuple malien veut étancher sa soif en matière de justice. D'accord, allez-y. Juste ajouter quelque chose. Je sais que si nous suivons réellement la dynamique, il va arriver un moment où les gens vont refuser les fonctions de nomination. Parce que les gens vont faire de la politique pour chercher à être nommés, pour aller engloutir la part de milliers de personnes. Et à ce rythme-là, je suis sûr qu'il va y avoir un moment où on va chercher à nommer des gens dans des fonctions où on ne trouvera personne. Parce qu'il faut de l'intégrité dans la gestion des affaires publiques, surtout ce qui concerne les finances publiques. Maïga, on apprend que 2 magistrats ont été radiés des rangs du corps. Quelle est la réaction? Aucune réaction, aucune compassion. Je pense que le magistrat doit rester dans son rôle. Nous avons un problème d'effectif dans le rang des magistrats. Maintenant, si des magistrats veulent faire de la politique, tant mieux. Maintenant, ils sont libres de faire de la politique et ils viendront éventuellement nous trouver sur ce chemin politique ici. On viendra faire des débats sans pour autant être intimidé par quoi que ce soit. Maintenant, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et sincèrement, je suis sans état d'âme par rapport à ça. Le président a eu à le dire, chacun dans son rôle. Le magistrat dans son rôle, le militaire dans son rôle, le politique dans son rôle, etc. etc. Voilà. Monsieur Yatara, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé de la radiation des magistrats Draman Diarra et de Mohamed Cherif Kone. Réaction? Je maintiens la décision. D'accord. ABC? Vous savez que moi, je parle toujours. Il ne faut pas craindre. Monsieur le maire... Le maire est politique. Hein? Oui, évidemment. Bon, vous savez, c'est encore déplorable. Je le disais tout de suite qu'il ne faudrait pas que le politique se mêle de la justice. Moi, j'ai connu tous ces magistrats-là. On a des amis parmi ces magistrats-là. Mais le mieux dans ce pays-là, il faut être correct. Il faut éviter d'être dépendant de quelqu'un. Ce qui s'est passé au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, je pense qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus, pourquoi? Parce que Draman Diarra et Cherif Kone, si on les reproche de faire de la politique, le président de la transition c'est un militaire, mais il fait de la politique aujourd'hui. Certains ministres sont militaires, mais ils font de la politique. Vous êtes économiste, vous faites de la politique. Donc moi, je ne pense pas qu'ils aient créé un parti politique. Le mouvement dans lequel ils sont, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement populaire comme les M5. Donc je pense qu'on aurait
puis peut-être les canaliser, les calmer d'une autre manière. Aller jusqu'à cette extrémité, ça ne va pas les faire taire, parce que de toutes les façons, c'est des gens qui ont des réseaux, et comme ils disent, ils vont encore saisir la justice, et on attend de voir la suite, parce qu'on a vu le cas de Manassa ici, elle a porté plainte contre l'État, finalement elle a eu raison, peut-être qu'eux aussi vont faire la même chose. Mais je l'ai dit, il y a 3 ans dans ce pays, Ibeka, il pouvait tout faire, il y a certains avec lui qui pouvaient tout faire, aujourd'hui ils sont où? Il faut que dans la vie, là, on soit souvent pondéré, et qu'on évite d'aller souvent jusqu'au bout. Badou? Oui, bon, je préfère parler avec prudence, mais toujours... Ça vous a peur de Kinyoroba? Non, bon, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a le côté social. De toutes les façons, on peut dire que c'est des chefs de famille. Bon, démettre des chefs de famille de cette manière de leur fonction, c'est pas une bonne chose en soi. Ça n'engage que moi. Et vous savez que l'histoire ne cache rien. On se rappelle bien que le général Moussa Traoré en son temps a radié Manassa de la magistrature. Après, Manassa est venu le juger. Vous souhaitez le même sort non, je n'ai pas dit ça. Allez-y. Non, je ne souhaite pas ça pour quelqu'un. Non. Allez-y. Je veux tout simplement dire que, vous savez, qu'on fasse énormément attention. Et surtout, Mohamed Chérif Konouli va à la retraite en décembre. Draman Diarra, il lui reste quand même 20 ans de carrière. Moi, je pense que vraiment, le Conseil supérieur de la magistrature pouvait faire preuve de clémence. Et peut-être, comme je ne connais pas les questions judiciaires, je ne sais pas les mécanismes qu'on utilise au-delà de la radiation, les mécanismes qu'on utilise peut-être pour punir les magistrats. Je pense qu'on aurait pu trouver la formule, n'est-ce pas, pour les sanctionner et les maintenir de la magistrature. Je n'ai pas aussi envie de vous maintenir dans l'imprudence. On va évoluer. Mardi 19 septembre se sont ouverts les débats de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette 78e session au siège de l'institution à New York va durer une semaine, pendant laquelle les chefs d'État ou leurs représentants vont se succéder à la tribune. Monsieur le maire, nous sommes pris par le temps. Que retenir déjà des premières prises de parole qu'on a enregistrées? D'abord, dans la note introductive, Guterres, ce qu'il a dit m'a beaucoup surpris. Il dit, je cite, par rapport au système des Nations Unies, c'est un système qui continue d'ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de 3/4 de ses membres, accentue les inégalités et génère les conditions de sa contestation et provoque les risques de sa fragmentation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le système aujourd'hui des Nations Unies n'est pas en phase avec les réalités du moment aujourd'hui. C'est qui a profité aussi beaucoup de chefs d'État, et surtout je retiens surtout le discours de Macky Sall, peut-être son dernier discours, son discours d'adieu à la session des Nations Unies. Je crois que dans son discours, c'est comme s'il parlait en tant que président du Mali. Donc finalement, il a donné raison à Assimi. Finalement, il a donné raison à ce que pense le Mali de l'aménagement, parce que lui-même reconnaît l'inefficacité des opérations de maintien de la paix, dont les mandats et le matériel ne correspondent guère à la nature des situations. Il va plus loin, il dit « Les terroristes qui pillent et endeuillent au quotidien les populations innocentes occupent des territoires entiers et menacent des États même dans leur existence. » Ça veut dire en réalité que nos autorités avaient raison par rapport à l'aménagement. Et aujourd'hui, ce discours de Macky Sall, peut-être bien un peu en retard. Il aurait dû dire ça quand il était en plein exercice de son pouvoir. Il avait dit. Non, bon. Bien entendu, il avait dit lors d'un sommet sur la sécurité au Sénégal. Mais de façon formelle. C'est la première fois. Il le disait de façon déguisée, mais comme sur son discours d'adieu, il a quand même pris le risque. Il a aussi insisté sur le 3e mandat, ceux qui torpillent les textes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je crois que c'est un pic qu'il a fait à Alassane. Il a parlé des coups d'État aussi. Oui. Donc c'est aussi un pied de nez qu'il fait aussi au Togo, qui est habitué aussi à réviser chaque fois les textes. C'est un pays ami. D'accord. Ami Boba Cissé, des discours ont été prononcés, même si le représentant de l'État, du gouvernement nigérien n'a pas pu avoir la parole. On a quand même entendu ce discours retentissant du colonel Doumbia de la Guinée. Oui, le colonel Doumbia pratiquement est le seul président venu par coup de force qui a pu s'exprimer, et je pense que ce qu'il dit, ça prête à confusion, parce que lui, Mamadi Doumbia, il a dénoncé le 3e mandat, notamment à travers ce qu'Alpha Condé a fait, mais il fait partie des acteurs qui ont aidé Alpha Condé à réprimer tous ces manifestants-là en Guinée. Donc souvent là, on a l'impression qu'on se moque
des peuples, quoi. C'est un discours que presque tous les présidents africains ont voulu tenir, un discours panafricaniste, même s'ils ne sont pas dans ça. Il vient de parler du Togo, là où le président a modifié combien de fois la constitution, personne n'en parle. Et lui, il se déclare modèle. J'ai écouté son ministre des Affaires étrangères, lui aussi, tenir le même discours. Donc, on est en train de se moquer des citoyens. Quand il dit qu'il n'est pas anti-français, anti-russe, je ne sais pas quoi. On connaît la position de chacun. Seulement les gens refusent d'assumer. Même au Mali, on dit qu'on a diversifié nos partenariats. En réalité, on n'a pas diversifié. On est parti se mettre sous les bras de notre pays. On n'a pas diversifié parce qu'aujourd'hui, on ne s'entend pas avec les autres. Si c'est diversifié, la Russie n'est pas un nouveau partenaire. C'est un ancien partenaire, c'est un partenaire traditionnel. Donc le colonel Mamadi Doumbia, c'est vrai, il suit aujourd'hui le monde. Il s'entend même avec Guterres. J'ai vu qu'en Guinée, un peu partout, on a mis les posters du secrétaire général des Nations Unies. On est dans une confusion totale. Et lui non plus n'a pas parlé des élections. Il n'a pas eu de sanctions de la CEDEAO. Au contraire, il a même plaidé pour que la CEDEAO puisse vraiment privilégier le dialogue comme on dit. Il a même dénoncé la démocratie. C'est ce que je suis en train de dire. La démocratie dont il dénonce, est-ce que le coup d'État est une réponse à la démocratie? La démocratie, c'est un processus. Il s'est demandé si le troisième mandat aussi était... Lui, il était où? C'est ce que j'ai dit. Lui n'est pas celui qui devrait le dire parce qu'il a participé activement à ça. Ce sont les forces spéciales surtout qui ont aidé Alpha Condé à se maintenir. Donc ça, c'est un discours que lui quand même ne devrait pas tenir. Quelqu'un d'autre pourrait le tenir, mais un militaire ne peut pas le tenir. Et puis c'est pas chaque fois. Au Mali, c'est pas un troisième mandat qui s'est passé. Au Niger, c'est pas le troisième mandat. Au Burkina, ce n'est pas le cas. Donc il y a certains facteurs, mais qui ne devraient jamais faire en sorte qu'il y ait eu un coup d'État. Ce qui s'est passé au Sénégal, si c'était au Mali ou bien ailleurs, il y aurait eu coup d'État parce que c'est la mentalité de certaines populations et souvent la mentalité même de certains officiers qu'il faut pouvoir réformer. Donc la refondation, c'est à tous les niveaux, de la base jusqu'au sommet. Docteur Maïga, hormis Joe Biden, dont le pays abrite le siège de l'ONU, aucun membre aucun membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU n'a effectué le déplacement. D'abord, je voulais informer l'opinion que le ministre des Affaires étrangères du Mali doit s'exprimer ce soir à 23h, Universal Time. Joe Biden seul, pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître... Ils ont dit minuit. J'ai vu sur sa page minuit. Dans tous les cas, c'est ce soir, oui, c'est ce soir. 23h. Ok. Ça, c'est ce qu'ils ont dit au journal télé ce soir. Sinon, si sa page, la page du ministre, il a écrit minuit. Ah, d'accord. Moi-même, j'ai repris ça. Donc, on va rectifier après. D'accord, entendu. Donc, je voulais dire que Joe Biden seul, ça s'explique tout simplement parce que le système des Nations Unies aujourd'hui a montré ses limites. Avant, ces chefs d'État africains qui, quand même, ont tenu aujourd'hui des discours historiques, il y a eu des chefs d'État comme Muammar Kadhafi qui avaient dénoncé cela. Mais malgré tout, au fait, il y a un monopole de chefs d'État. Ils ont juste monopolisé le monde à leur guise. Et ils ne font que ce qu'ils veulent. Ils ont créé leur système économique, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tout. Ils ont créé leur système de défense à travers des armements, la vente d'armes de guerre massifs et autres. Au lieu d'investir dans le développement du capital humain, dans le développement humain, ils investissent dans les armes. On nous impose des choses. Donc c'est la démocratie qu'ils nous ont vendue aussi ne répond plus. Donc c'est pour dire tout simplement que le système des Nations Unies, leur instrument de politique monétaire, leur instrument de politique de façon globale et leur instrument de guerre en termes de sécurité, ils ont failli, ils ont montré leurs limites. Et je pense que le monde est en train vraiment d'aller vraiment vers un nouveau système auquel les gens doivent prêter attention. Quand le Mali explique qu'on a fait des choix stratégiques ou opérer des choix de partenariat, c'est dans la diversité, on le comprend. Nous avons réceptionné des drones avec la Turquie, peut-être bientôt avec l'Iran, des avions avec les Russes, et ainsi de suite. Avant, ce sont des choses qui n'étaient pas permises. Le partenaire stratégique, c'était la France. Aujourd'hui, le partenaire stratégique, c'est la Russie. C'est juste une petite parenthèse que j'ai ouverte. Donc, pour revenir au discours, éventuellement, je tiens à dire que les chefs d'État ont tout simplement exprimé leur ras-bol. Mais on a vu des discours plus pires et vraiment plus valeureux que les discours qu'ils ont tenus aujourd'hui. Je pense qu'il faut passer à l'acte. Le Mali l'a dit, le Mali l'a fait. Les autres aussi, aujourd'hui, sont allés, ils ont fait des discours. Nous entendons éventuellement, dans la réalité de tous les jours, ce qu'ils vont dire. Ils n'ont qu'à dénoncer éventuellement ces accords qu'ils ont avec ces pays. Quand le Mali est allé, le Mali a dénoncé, le Mali est revenu, le Mali a dénoncé tout simplement ces accords que nous entretenons avec ces pays-là. Maintenant, si le continent africain fait de même, de façon générale, je suis sûr et certain que nous sortirons de la domination mondiale imposée par le système des Nations Unies. L'Afrique aux Africains, le Mali aux Maliens. Badou. Moi, ce qui m'a surtout surpris avant de parler du discours des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, c'est l'absence de certains membres permanents du Conseil de sécurité, notamment
Le président Macron. Le président Macron qui dit qu'il doit recevoir Charles III, je ne sais pas. Ensuite, l'absence de Xi Jinping, le président de la Chine, l'absence de Vladimir Poutine. Mais au-delà de cela, j'ai remarqué quand même il y a le Premier ministre Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui n'a pas fait le déplacement aussi. J'ai remarqué aussi l'absence de Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde. Parce que pendant longtemps, des pays comme l'Inde ont demandé à ce qu'on revienne sur l'ossature même du Conseil de sécurité, sur l'architecture du Conseil de sécurité. Parce que 1945, et on remarque que ce sont les vainqueurs de 1945 qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité. Il faut aller au-delà parce que le monde a bien changé. Aujourd'hui, il y a les pays émergents, il y a d'autres puissances. L'Afrique fait plus d'1 milliard d'habitants. Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs et essayer de remodeler les Nations Unies en tant qu'entité. Maintenant, pour ce qui est du discours des dirigeants africains, j'ai suivi le discours de Robert Dissé, le ministre togolais des Affaires étrangères, le discours de Mamadou Doumbia, le président de la transition de Guinée. Et le discours qui m'a le plus impressionné, c'est le discours du ministre burkinabé de la fonction publique, Bassolma Badji. Parce que lui, il a été vraiment très radical dans son discours quand il s'adresse aux puissances pour leur dire que vous refusez de nous donner des armes. Maintenant, quand nous achetons des armes, si on doit peut-être monter une mitraillette en Allemagne, et sur le plan diplomatique, vous pesez de tout votre poids pour que nous ne puissions pas avoir ces armes. Donc, il a lancé une pique à l'endroit des puissances. Et je me rappelle bien, à Ouagadougou, il n'y a pas longtemps, il a dit à des diplomates étrangers que l'argent que vous êtes en train de donner aux Ukrainiens, si vous donnez le cas au Burkinabé, le Burkina va en finir avec le terrorisme. Donc, Mamadou Doumbia a parlé du sommet de la Bolle. Lui, il a dit, est-ce que cette démocratie qu'on nous a accordée, est-ce que cette démocratie va avec nos réalités socio-culturelles? Moi, je comprends sa position. Mais par rapport à ABC, ABC dit qu'il a créé la confusion. Pourtant, il a dit qu'à un moment donné, il fallait choisir entre Alpha Condé et la Guinée. Et lui, il a décidé de choisir la Guinée. Quant à Robert Dissé, le ministre togolais des Affaires étrangères, lui, il a parlé de la jeunesse africaine. Il a parlé de la jeunesse africaine et il a parlé du comportement des grandes puissances vis-à-vis du continent africain. Il a demandé à ce que l'Afrique revienne aux Africains. On peut dire que la délégation nigérienne a été humiliée là-bas. Oui, la délégation nigérienne a été expulsée de la salle où on a empêché la délégation d'y accéder. Et j'ai suivi le discours d'Archange Faustin Touadéré, le président centrafricain, avant qu'on entre dans la salle. Il a tenu les mêmes propos par rapport aux équipements militaires. Il dit qu'il y a un embargo sur les armes, alors que la Centrafrique était un État souverain. La Centrafrique a besoin d'armes pour se défendre. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Nos invités étaient donc, comme vous le constatez, Monsieur Abdallah Yattara, membre du parti Élément, Ami Baba Sissé, journaliste et fondateur de la radio Sahel FM, Badou Escoba, journaliste le triomphe du Mali. Le triomphe du Mali Carrefour, le triomphe du Mali. Et les deux. Docteur Amadou Albert Maïga, enseignant et membre du CNT. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la ville malienne de Kidal. Au revoir.